J'ai grandi en Normandie d'une mère pied-noir italienne, donc avec des très fortes valeurs de la famille, de l'effort aussi. J'avais une grand-mère qui faisait beaucoup de couture, mais quelque chose d'assez spirituel sur ce côté de ma famille italienne, Peniello di Pinelli, et d'un père normand, de parents agriculteurs, avec les valeurs de la terre, donc les valeurs du travail et de l'effort. Mes deux parents viennent de vraiment rien et j'ai une mère qui a toujours trouvé, dans le dénuement dans lequel elle a grandi, ce qu'elle m'a dit, moi je suis riche de mes valeurs. Donc j'ai grandi dans cet univers, je crois, très protégé, on me le reproche parfois. C'est bizarre de reprocher d'avoir été protégé, voilà. Alors que je pense que quand on a été protégé, justement, on a les armes pour pouvoir protéger les autres ensuite, peut-être plus. J'étais en horaire aménagé musique, j'étais chanteur d'opéra. Jusqu'à 13-14 ans, je travaillais avec William Kendrick, William Christie, Les Arts Florissants, tout ça. Donc j'étais complètement accaparé par ça. Mais ce que je retiens de cette période, c'était le travail surtout. Moi j'avais deux parents médecins et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller en médecine, c'est formidable, clac, clac, clac. Et puis au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie et j'ai pas fini, je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins évident et beaucoup moins simple que ça en fait. Mais en même temps, j'étais armé parce qu'on m'avait donné les armes et j'avais la force psychique et physique et puis la force du travail. Donc ensuite, j'ai arrêté la médecine et après, je suis arrivé en droit. La mode et la peinture, tout ça, c'était plus un loisir. Alors attention, mes parents, c'était pas des dictateurs. Oui, ça c'est de la merde, pas du tout. Mais quand on grandit dans un biotope, et je crois que c'est encore très lié à mon analyse de plus en plus avec ma société, c'est qu'il y a quand même certaines choses, certains métiers que les jeunes doivent choisir qui sont mieux que d'autres. C'est pas qu'ils sont mieux, c'est que ça rassure et donc on grandit quand même avec ce qu'on nous inculque et les émotions qu'on nous inculque. Donc de manière inconsciente, il y avait certains cursus scolaires qui nous rassuraient. J'aime performer. Parce que mes parents, d'où ils viennent, ont dû performer aussi et mon père disait toujours « je veux rien savoir, il n'y a que le résultat qui compte ». Voilà. Je suis assez fier de tout ce parcours parce que j'avais été très protégé et progressivement en fait j'ai ouvert la fenêtre par laquelle je regardais la vie quoi. Et là ça a commencé à devenir un peu compliqué, j'étais un peu perdu. Il fallait que je m'envole quoi, il fallait que je parte. J'étais pas bien, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai une mère neuropédiatre, psychothérapeute, elle me tenait la main, elle me dit mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? Et je dis je veux faire du beau. Ce jour des portes ouvertes, elle m'a révélé que son rêve, c'était d'être styliste. Et ça, je ne le savais pas. Mais moi, elle n'avait pas le choix. La veille du premier jour d'école, j'appelle ma meilleure amie et puis j'étais en larmes, je dis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours eu un doute, moi. Mais j'apprends de plus en plus que choisir, c'est renoncer. Et puis je me suis lancé et dès la première heure de cours, j'ai su que c'était ça que je voulais faire, parce que je me suis mis à travailler avec mes mains. Et puis là, j'ai commencé à plus me découvrir, à savoir qui j'étais, etc. Après j'ai travaillé chez Isabelle Marant, là sur le processus créatif, j'ai appris plein de trucs, j'étais complètement passionné quoi. J'ai mis mon énergie, ma force de travail, ma rage, peut-être du coup mes convictions, parce que quand on sait où on va, alors on peut avoir des convictions et on peut être convaincu et on peut convaincre. Mais il faut encore savoir vers quoi on veut aller et qui on est. J'ai refait 2 ans d'école, j'ai fait un master à la Chambre syndicale de la couture parisienne qui est maintenant l'IFM. Et après j'ai travaillé chez Saint Laurent, pareil, j'étais assez passionné. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens. Et puis du coup je me suis dit je vais faire une collection, voilà. J'ai gagné le concours Saint Laurent à la fin de mon passage chez Saint Laurent, qui était la Saint Laurent Couture Institute, qui a été créée par Francesca Bellettini. Il y avait un jury avec toute l'équipe Saint Laurent et puis là j'ai retrouvé ce que j'avais appris, c'est que moi quand je passais un jury et pareil en droit, moi c'était comme si c'était la scène quoi. Et je disais souvent à ma mère, cette lumière quand on faisait la scène à 10 ans, je faisais les tournées et tout, hein, je chantais en allemand, alors je comprenais pas un truc d'allemand mais il y avait les translateurs et tout, je peux encore vous chanter la flûte enchantée quoi. De manière imagée, hein, mais la lumière finalement, on trouve moins bien son chemin dans la lumière que dans la nuit. J'avais 40 cm de cheveux à l'époque, et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, j'ai reçu votre CV, je me souviens de vos cheveux ». Dans la demi-heure, j'avais m'étais rasé la tête.
C'était aliénant, non? Tu te souviens pas de moi, tu te souviens que de mes cheveux. Et je crois que ça a été le début un peu de ma boîte et j'ai dit avec tous les gens que je connaissais autour de moi, il y avait des anciennes chefs d'atelier de chez Saint-Laurent qui venaient d'arriver à la retraite, il y avait des directeurs techniques d'autres maisons. C'était pareil, une aventure humaine sur l'envie quasiment charnelle de faire des vêtements et surtout d'avoir du plaisir. J'ai appelé des amis, on a trouvé un studio, on a loué des machines et tout était très simple. Mais quand j'y repense, c'était complètement fou. Par contre, je bossais. 7 jours sur 7, l'idée c'était que tout le monde en entende parler, donc je faisais venir tous les gens que j'avais croisés à droite à gauche. Et puis on mangeait des pasta box et du pâté sur des baguettes. On s'est mis en avril 19 et en janvier 2020, on a appelé les copains, on a fait une cagnotte, on a trouvé un local pour présenter la collection, on a invité tous les gens qu'on connaissait et voilà. Après, je ne savais pas. Il n'y avait pas de société, il n'y avait pas de compte bancaire, il n'y avait pas de marque déposée. Voilà, c'est passé comme ça. Bon, après, il y a eu le Covid. Pendant le confinement, il faut créer un site internet. Donc pareil, je connaissais quelqu'un, on a fait un site internet, mais on avait que 3 francs 6 sous, on n'a pas fait de levée de fonds et tous ces trucs et de business plan et tout. Très vite, on m'a dit, il faut peut-être refaire une collection. Je dis bon, on n'a pas d'argent. Bon, là, on a quand même appelé la banque. On avait fait un tout petit prêt. On a refait une collection. Et en septembre, parce que moi j'étais déjà en lien avec la fédération de la haute couture, donc on connaissait certaines personnes, du coup je les ai invitées. Ils ont dit faites un dossier pour candidater au calendrier de la Fashion Week en présentation, on l'a fait, et dès la deuxième collection, en janvier 21, on est rentré au calendrier, ça s'est passé comme ça. Donc là, c'est devenu assez sérieux parce qu'il fallait faire la collection pour un jour fixe et une heure fixe. Donc on l'a fait, on a bougé les tables, on n'a même plus de locaux, on s'est installé chez moi et tout ça. Il y avait de plus en plus de gens, c'était sympa, on était une grosse équipe, c'était vraiment la smala quoi, c'était génial. Ça n'a pas été un objectif d'être au calendrier, mais une fois qu'on me l'a proposé, j'ai un contrat moral, enfin maintenant que j'y suis, je trouve que c'est une chance immense de pouvoir y être, surtout qu'on est arrivé, on était inexistants. Ils nous ont soutenus et ça c'est une chance immense. C'est-à-dire que j'ai commencé la tête dans les étoiles et au fur et à mesure j'ai descendu l'échelle et là je crois que j'ai vraiment les pieds sur terre. Les gens qu'on aime bien, s'ils veulent rester c'est marrant au début, l'entraide et tout, mais il faut quand même les rémunérer. Voilà, depuis 1 an et demi je suis plus dans le développement d'une société. Mais est-ce que ça me rend heureux? Moins que de créer. C'est vachement plus sympa d'avoir la tête dans les étoiles. On est dans une nouvelle phase, on est dans une phase de développement et de structuration de la société. Qu'est-ce qui me donne encore envie? L'effort. Moi, je trouve beaucoup de plaisir dans l'effort. Continuer à structurer, l'idée de ce que ça peut devenir, la marque, à la fois Valette Studio, à la fois Valette Atelier et toute la philosophie qu'il y a derrière. Ça me passionne. C'est donner du sens. Donner du sens à un modèle que j'invente et que je réinvente. Structurer les équipes entre les main-d'œuvre qualifiées, les main-d'œuvre qu'on peut former. On ne peut pas être au four au moulin, on ne peut pas imaginer, faire, coudre. Bien sûr qu'il faut se spécialiser, mais dans les cycles de formation, on distingue celui qui a l'idée de celui qui fait, et c'est toujours pareil, vu que l'être humain adore ça, il met de la hiérarchie là-dedans, alors que moi, ce que je veux prouver, c'est que tout le monde a besoin de tout le monde. Je ne suis pas le premier à le dire, Karl Lagerfeld chez Chanel, il le racontait extrêmement bien, etc. Mais je trouve qu'on distingue un peu trop la création de la fabrication. Sur Valette Atelier, j'ai l'impression vraiment de servir à quelque chose dans l'écosystème mode. Au début, on me disait, oui, vous êtes créateur au calendrier ou vous êtes fabricant pour les autres maisons. Mais c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit de mettre de pantalon. J'ai voulu faire ce manifeste parce que j'avais envie de mettre, on l'a pas mis, mais réveillez-vous, venez voir sur le terrain, mettez vos baskets, sortez de vos tables rondes avec les bouteilles de Vittel dessus et intéressez-vous au savoir-faire, comment il est fait, est-ce que c'est faisable? Pourquoi Yachine? C'est cette question que vous devez vous poser. Les gens sont pas cons quand même, arrêtez de prendre les gens pour des abrutis. Pour ça, je voulais faire un manifeste où on arrête de me demander si j'étais créatif ou fabricant ou créatif. On fait déjà, c'est déjà pas mal. La première collection Valette, allez voir, c'était aussi inspiré des New Romantiques, mais on n'avait pas du tout la machine de guerre pour faire tous ces vêtements parfaitement. Là, on a fait les maquillages et tout ça s'est fait en 3 semaines. C'est 80 personnes qui se mettent à bosser d'un coup sur la musique, le maquillage, la vidéo, la prod, le lieu, les vêtements, les fournisseurs, les brodeurs. On est chez des fous furieux, quoi. De temps en temps, il faut que je trouve ma place là-dedans. De temps en temps, j'ai envie de me cacher sous un bureau. Je pense pas que les gens le font pour moi aussi. Ce qu'il faut, c'est donner de l'énergie aux gens comme s'ils le faisaient pour eux. C'est qu'est-ce qu'on apporte de nouveau. Je crois que les gens ont besoin de nouveautés. Les gens ont besoin de dénoncer, de s'affirmer. Moi, je suis pas dans la provocation, par contre.
les grands mots qui font peur et tout ça, ça tire personne vers le haut. On n'avance pas en faisant des entourloupes, on n'avance pas en étant mauvais, irrévérencieux, etc. Voilà. Mais je crois que de n'importe où d'où on vient, on a nos casseroles, on a nos peines, on a nos souffrances, grandes souffrances parfois aussi. Donc je suis assez fier de ça, d'avoir pulvérisé les cases que je voulais pulvériser. Et puis de ne pas m'excuser de ce que j'avais envie de faire, de comment j'avais envie de faire. Et puis je suis aussi fier de moi d'assumer les périodes difficiles que j'ai pu avoir. C'est bien d'avoir ses idées, mais après il faut assumer ses idées. On peut toujours faire mieux. J'ai appris à me remettre plus en question aussi. Avoir conscience de ses défauts pour travailler dessus. Après, si on n'a pas de défauts, c'est pareil, c'est que c'est fini. La personne parfaite est forcément morte. Il ne faut pas reculer devant ses propres rêves. Je crois qu'on n'est jamais plus beau et on ne vit jamais aussi pleinement que quand on prend des risques et quand on y va et quand on se casse la gueule et quand on a mal et quand on fait des bêtises. J'ai envie de rendre tout ce que j'ai eu la chance d'avoir aussi. Voilà. Ce que je conseillerais à une personne qui veut se lancer dans la mode, c'est d'être très passionné. Je suis d'habitude bavard, mais là, il n'y a qu'un mot, la passion. J'ai même donné une interview il y a quelques semaines où une journaliste que j'aime beaucoup, c'était un interview pour la BPI, elle me dit « C'est quoi votre business plan ?» Et je m'en souviens même plus parce que moi je parle sans réfléchir, j'adore, c'est assez fluide, ça me fait beaucoup de bien de parler. Et donc quand j'ai réécouté, quand l'interview est sortie, j'ai dit « Mon business plan, c'est la passion de son idée ». Dis donc, j'avais fumé la moquette ou quoi ce jour-là? Pas du tout, hein. Je ne consomme rien du tout, malheureusement. Ce cliché de la mode tombe, non, nous, on dort et on travaille et on boit de l'eau. Mais non, de temps en temps, un petit verre. Mais oui, la passion de son idée. Donc pour entreprendre dans la mode, il faut être très passionné, croire en ses idées. Puis jamais lâcher, quoi. Mais ça, je crois que c'est une philosophie dans la vie. Les gens, maintenant, ils se démotivent rapidement. Attention, c'est pareil, je ne suis pas dans une critique, hein. Il y a des gens qui ont des périodes difficiles et c'est normal. Il faut aller au bout du bout, quoi. Il faut pas avoir peur d'y rester, quoi. De toute façon, on y restera un jour, hein. Donc, il faut y aller fort, 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 hein. Et même moi, parfois, je me dis, oh là là, faut être un peu un guerrier, hein.